Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo WordPress. Aujourd'hui, nous allons donc configurer les bases de votre thème Divi de manière vraiment à avoir quelque chose qui fonctionne très bien et qui sera optimisé pour le web. Donc, avant de commencer, on arrive donc sur WordPress avec la version encore une fois locale, ou alors vous êtes déjà peut-être chez votre hébergeur, peu importe, ce sera à peu près la même chose. Ne soyez pas étonnés de voir ici un non sécurisé en local, c'est normal, hein, on n'est pas sur du HTTPS quand on travaille en local. Je vous montrerai ça ultérieurement quand on uploadera, on mettra votre site internet en ligne. Ensuite, on voit ici que au niveau du tableau de bord, il y a deux mises à jour possibles. Donc si vous avez une connexion à internet, et c'est certainement le cas si vous suivez cette vidéo, eh bien vous cliquez dessus et vous allez voir ici en fait les deux, enfin pour moi en tout cas les deux extensions qui demandent une mise à jour sont Duplicator et Sitekit by Google. Ok, donc vous les cochez et vous mettez à jour les extensions. Voilà, c'est en train de s'installer. Ici il me dit qu'il y a un important problème SEO tout simplement parce que j'ai bloqué en fait l'indexation par les robots de Google. Donc c'est quelque chose qu'il faudra qu'on décoche par la suite lorsqu'on aura mis notre site en ligne. Vous voyez, vous pouvez pas oublier de le faire puisque tout le temps Yoast SEO vous le dit en fait sur WordPress. Donc c'est vraiment très pratique. Voilà, donc on est à jour, on a quelque chose qui est propre, hein. C'était facultatif, mais c'était juste pour vous montrer comment ça fonctionne. Maintenant, on va aller dans la partie ici, Divi, et vous allez aller cliquer sur Options du thème. Donc on a fait la dernière fois, ce que l'on a fait déjà, c'est que nous étions allés dans la partie mise à jour pour aller en fait copier et coller notre clé API, notre nom d'utilisateur pour la licence Divi, une fois que vous l'aviez acheté. Maintenant, on va s'occuper de tous ces onglets de paramétrage de Divi pour pouvoir avoir un site parfaitement optimisé. Donc on va déjà commencer par cliquer sur Général. Et ici, vous voyez, vous avez déjà la partie logo pour pouvoir avoir votre logo qui s'affichera en haut à gauche sur votre blog. Je vous montre. Pour l'instant, on a le logo par défaut de Divi. Et ici, ce qu'on va vouloir mettre, en fait, c'est notre logo pour avoir notre logo personnalisé sur le site. Donc, vous allez en fait devoir créer votre logo. Si c'est pas déjà fait, vous allez pour ça sur un site comme Canva, canva.com. Et vous créez votre logo. Une fois que c'est fait, vous le téléchargez au format souhaité et après vous allez pouvoir cliquer sur mettre en ligne ici et vous allez devoir le récupérer à l'endroit où il s'est téléchargé sur votre ordinateur. Donc on sélectionne le fichier. Alors pour l'exemple, j'ai pris vraiment quelque chose qui ne sera pas du tout adapté au site que l'on est en train de faire, c'est pour gagner un petit peu de temps, mais pour vous montrer plusieurs choses. Déjà, quand vous importez un média, vérifiez bien ici la taille. Vous voyez, moi, mon fichier là, il n'a pas été optimisé, il est à 161 kg, c'est trop pour une image. Sachez simplement que des fois, vous ne pourrez pas faire mieux pour du PNG. Là, c'est un GIF animé, donc je pourrais difficilement plus le compresser. Donc en fait, je sais que j'ai déjà une image qui fait 161 kg, donc je sais qu'il faudra que je fasse très attention avec les autres images des pages. Quand vous importez une image, l'autre chose importante, ultra importante pour Google, c'est de mettre un texte alternatif. Et vous verrez très souvent l'abréviation alt, un texte alt pour alternatif. C'est important pourquoi ? Parce que si l'image ne s'affiche pas, premièrement, il y aura un texte qui s'affichera à la place, donc ça pourra permettre à votre audience de voir ce dont parlait l'image. Et la deuxième chose, ça permet également à Google de comprendre de quoi parle l'image. C'est pour ça qu'il va falloir mettre en fait un texte en rapport avec l'image. Il faut savoir qu'aujourd'hui Google ne sait pas encore analyser une image et savoir de quoi elle parle. Si vous mettez par exemple des pompiers qui éteignent un feu, il faudra peut-être marquer derrière, si vous parlez d'informatique, comment bien configurer son pare-feu, d'accord ? Ça peut être une image, une métaphore, donc voilà, vous avez marqué, mais en attendant, pour votre audience, quand ils vont lire l'article, l'article de blog, l'image sera une bonne métaphore en tout cas pour ce dont vous parlez. En revanche, il faut que Google comprenne aussi de quoi parle l'image et c'est aussi un bon moyen de placer vos mots-clés. Donc n'hésitez pas à mettre un mot-clé. Moi, en l'occurrence, là, ça va être le nom de mon site. Mais si vous deviez parler, je sais pas moi, de référencement naturel, vous pourriez marquer comment bien faire du référencement naturel. Et quand on édite le nom d'une image, on sépare toujours comme ça en fait de tirer pour le nom de l'image. Vous voyez ici, il y a un tiret. Mais quand on met un texte alternatif, par contre, on ne met pas de tiret, on met bien une phrase normale ou des mots normaux. Voilà. Moi je mets Alexis Rose logo Alexis Rose. Et on définit comme logo, d'accord ? Donc ici on l'a juste importé. On verra plus tard comment en fait modifier la taille du logo dans l'affichage final. Donc voilà, là on l'a mis en ligne, mais on n'a pas encore enregistré en bas ici, donc pour l'instant c'est pas pris en compte. Ensuite, la barre de navigation fixe, qu'est-ce que c'est ? En fait, quand on est sur notre site internet, on voit ici la barre de navigation, c'est toute cette partie-là. Et en fait, bon là je peux pas trop vous le montrer parce que là j'ai pas assez de contenu à scroller, mais grosso modo, ça veut dire que cette page, ce contenu-là, il reste toujours fixe en haut de l'écran, même si vous scrollez tout en bas de la page. Si vous désactivez en fait cette option, tout bêtement, elle va disparaître, elle va en fait se détacher, et quand vous allez scroller vers le bas de l'écran, elle va disparaître en même temps que le reste, elle va rester tout en haut. D'accord ? Donc moi par défaut, j'aurais tendance
tendance à dire de garder le menu, c'est plus pratique pour quelqu'un, c'est plus ergonomique pour l'expérience utilisateur. Quand quelqu'un scrolle vers le bas, il peut tout de suite, même quand il est tout en bas, il peut retrouver le menu facilement, il n'est pas obligé de revenir tout en haut en scrollant pour retrouver le menu. En tout cas, moi, je déteste faire ça. Bon, alors, activer la galerie Divi, ça n'a pas vraiment d'importance parce que WordPress gère très bien ça par défaut, donc aucune raison de l'activer. Vous pouvez le laisser désactiver. La palette par défaut, alors ça, c'est super pratique. Quand vous aurez, ou si vous avez déjà défini votre code couleur, eh bien en fait vous allez pouvoir en fait les saisir ici, ce qui fait qu'à chaque fois que vous éditerez une page, vous aurez accès à votre palette par défaut. Moi par exemple j'ai un bleu pour mon site web, donc si je voulais remplacer ce bleu là, je clique dessus et là il va falloir saisir le code hexadécimal de la couleur. Ce code vous le retrouvez facilement sur Canva également ou sur Photoshop. Quand vous prenez la pipette sur ces deux outils, sur Canva il n'y a pas de pipette, mais quand vous cliquez sur l'image, vous allez en haut à gauche sur le petit carré de couleur, vous cliquez dessus et le code hexadécimal apparaît. Il suffit de le coller ici et vous remplissez les pastilles par défaut avec toutes vos couleurs. En général sur un site internet on va pas mettre plus de 3 couleurs on va dire majeures, 2 moi je trouve ça bien, 3 c'est limite. Et après ça va être des couleurs qui vont être utiles par exemple pour vos titres, sous-titres sur vos articles de blog. Donc voilà, là j'ai mis ma couleur, d'accord, et elle apparaît comme ça, ce qui fait qu'aujourd'hui ma palette par défaut sera celle-ci, non plus celle qu'il y avait avant avec l'ancien bleu. Alors ici, saisir la première image de l'article, en fait c'est pour dire à Divi, quand vous créez en fait des articles de blog, on met une image mise en avant. Ça veut dire que c'est l'image en fait qui va un petit peu donner l'avant-goût du contenu. En général on fait des images, on essaie de faire des images attrayantes, et si vous cochez cette case, en fait, ça veut dire à Divi que si on n'a pas défini d'image mise en avant, donc on n'a pas créé une image spécifique à l'article, il prendra la première image que l'on a mis dans l'article comme image mise en avant. Si vous n'en avez pas mis, il ne prendra rien, évidemment. On aura en fait rien à afficher, il n'y aura pas d'image associée à l'article. Donc moi, je vous conseille de ne pas l'activer, ce truc-là, et pensez toujours à mettre une image en avant, à créer une image spécifique à votre article de blog. Mon style de blog, ça, vous laissez désactiver pour vraiment une histoire de référencement naturel, de SEO, Search Engine Optimization, donc surtout n'activez pas cette case. Je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est inutile, mais ne l'activez pas. Ici c'est la disposition de la barre latérale. Alors moi j'ai fait le choix de ne pas en mettre, mais quand vous allez créer des mises en page sur Divi, avec l'outil Divi, vous pouvez avoir des barres latérales par exemple pour mettre à droite, je sais pas moi, des extraits de formation, mettre un qui êtes-vous, mettre une barre de recherche. Voilà, mettre pas mal de choses finalement, les derniers articles, etc., etc. Et donc en fait là, quand vous choisissez la barre latérale, vous dites si elle est à droite ou à gauche, tout bêtement. Là c'est pareil, en fait là c'est la même chose, mais pour la boutique en ligne. Si vous avez un WooCommerce, là en revanche, je conseille de laisser une barre latérale parce que c'est pratique pour faire des recherches dans la boutique. C'est pratique aussi pour trouver facilement les catégories de votre boutique. Clé API Google. Alors ça, la clé API Google, c'est pour la partie Google Maps, pour afficher une carte sur votre site internet. Il vous faudra donc une API que vous récupérez auprès de Google. Et donc il faudra l'insérer ici si vous voulez l'utiliser. Ici moi je laisse activer même si je ne l'utilise pas. Utilisez les polices de Google, activez-le bien. Il est souvent, des fois il est désactivé par défaut sur Divi, je ne sais pas trop pourquoi, mais ça m'est déjà arrivé. Donc activez-le, sinon vous n'aurez que 4 ou 5 polices qui seront affichées. Affichez les icônes Facebook, Twitter, Google+. Ça moi je vous conseille de tout décocher parce que honnêtement on le fera à la main, on mettra nos propres logos quelque part dans la page assez facilement, ce sera plus propre et surtout on est assez limité parce qu'il n'y a pas YouTube par exemple, Google+, ça n'existe même plus, donc c'est vrai que là-dessus ils auraient pu l'enlever. Il y a Instagram, il y a Twitter, il y a Facebook, ok, mais il n'y a pas YouTube et ça c'est vraiment dommage. Il n'y a pas TikTok, il n'y a pas Telegram, donc honnêtement autant créer vraiment une partie où vous mettrez vos propres petits logos qui permettront aux gens de se rendre en fait sur vos différents réseaux sociaux. Ici vous avez les URL associés au logo, d'accord, donc si vous aviez gardé les logos, en fait ici vous auriez saisi les URL pour accéder à votre profil Facebook, à votre profil Twitter, etc., etc. Donc là on n'en a pas l'utilité. Alors ici moi ce que je vous conseille de faire, c'est ce que j'ai appris à force d'utiliser Divi également, au niveau du nombre de produits affichés dans les catégories archives. Ici c'est pareil pour les pages de catégories, les pages d'archives, tout ça c'est hyper important parce que dès que vous allez créer des articles ou des pages, en tous les cas vous allez l'optimiser pour le référencement naturel par la suite, et donc que ce soit des archives ou non, eh bien ça sera toujours important et utile que les gens vous trouvent, même avec des choses qui ne sont plus sur votre site mais qui l'ont peut-être été et arrivent sur votre site. Et en général votre thématique n'a pas trop bougé, et même si un produit ou si un article de blog est, on va dire, vous l'avez
été archivé parce qu'il était, on va dire, obsolète, eh bien, les personnes vous trouveront peut-être grâce à ça et trouveront d'autres articles de blog qui vont les intéresser. Donc, dans tous les cas, c'est du trafic qu'il ne faut pas négliger. Et surtout, eh bien, à chaque fois qu'on laisse un nombre d'articles ici affiché maximum, 6 par exemple, alors que vous en avez peut-être 100 des articles archivés, eh bien, WordPress va créer une pagination pour faire, j'ai les 6 articles actuels sur ma page et je veux voir les 6 suivants. Ça, il vaut mieux l'éviter également pour vraiment un affichage et un référencement naturel au top. Donc là, clairement, n'hésitez pas à mettre 20, 30, voire 40 résultats sur la page. Peut-être pas trop non plus parce qu'après, elle risque d'être trop longue à charger et ça, c'est pas bon non plus pour le référencement naturel. Mais moi, je dirais 25-30, c'est pas mal. Donc, vous mettez 30 partout comme ça. Et ici aussi pour le WooCommerce, pour ceux qui voudront faire une boutique par la suite. Format de la date, alors ici c'est pareil, format de la date, là c'est format américain. Si vous voulez avoir un format un peu plus français traditionnel, on va dire, il va falloir donc inverser quelques lettres. Donc on va faire J, F, Y, voilà, et là vous aurez vraiment jour, mois, année. Alors là, utilisez des extraits quand défini, ça vous ne cochez pas parce que WordPress le gère nativement aussi, et on pourra le paramétrer facilement sur WordPress directement. Ça vous le laissez bien actif parce que c'est pour la partie responsive de votre site, donc la partie visibilité sur mobile, donc hyper important. Ça, c'est vraiment pas, vous avez vraiment pas l'utilité de l'activer, c'est plutôt pour tout ce qui est langue étrangère, mais Google le gère très bien sans avoir à le cocher sur Divi. Alors le bouton retour en haut de page, en gros c'est quand une personne scrolle tout en bas de la page, elle peut avoir un petit bouton qui dit remonter en haut de la page. Moi personnellement j'utilise jamais ça, mais si vous trouvez ça pratique, eh bien activez-le. Hein. Mais moi je suis pas quelque chose qui m'intéresse et je l'ai jamais activé. Défilement fluide, là vous pouvez l'activer, ça permet d'avoir un défilement plus fluide avec la souris sur votre page, voilà, ne vous en privez pas. Désactiver les traductions, en gros Divi est traduit en français, alors des fois il y a des endroits, c'est vrai que la traduction, c'est un peu indésiré, mais on comprend toujours à peu près ce qui est dit. Si vous préférez vraiment avoir une version anglaise en fait et ne plus avoir la version traduite parce que vous êtes à l'aise avec l'anglais, eh bien vous pouvez cocher en fait, activer ça et vous aurez tout qui apparaîtra en langue native de Divi, c'est-à-dire vraiment l'anglais. Tout ça vous laissez bien cocher, hein. Tout ça c'est encore une fois c'est pour avoir vraiment un site qui répond au mieux aux exigences du web et surtout à la rapidité d'exécution d'une page. Donc vraiment tout ce qui est voilà, on va vraiment minifier en fait le JavaScript de manière à ce qu'il soit le moins lourd possible. Pareil pour le CSS. Donc le CSS c'est tout ce qui est mise en forme de votre site et vous pouvez le personnaliser ici avec du code. Allez, on sauvegarde les changements, c'est important sinon on perd tout. Allez, c'est parti, maintenant on va passer à la partie navigation sur votre site. Donc la partie navigation est composée de 3 sous-catégories, donc page, catégorie, paramètres généraux. On va donc commencer par la partie page. Alors ici, afficher les menus déroulants. Ça c'est si vous décidez de créer des menus, vous savez, avec vraiment, vous cliquez sur un menu et puis vous avez des catégories qui déroulent. Par exemple, si vous avez créé un blog avec plusieurs catégories, soit vous affichez toutes les catégories dans le menu directement, parce que vous en avez peut-être que 3 ou 4 et ça suffit, soit vous avez une dizaine de catégories, et auquel cas, vous cliquez, quand les gens vont cliquer sur blog dans votre barre de recherche, en haut, ils vont avoir une liste en fait de catégories qui s'affiche sans que ça ouvre une autre page. Et bien en fait c'est tout simplement ça, c'est afficher les menus déroulants. Donc ça vous le laissez cocher si vous souhaitez avoir des menus déroulants. Donc afficher un lien d'accueil, ça c'est totalement, voilà, ça sert à rien de cocher ou de décocher, donc laissez-le tel qu'il est. Classer des liens par page, ça vous touchez pas, et classer des liens à des pages, vous ne touchez pas non plus. Nombre de niveaux de menus déroulants visibles, je vous conseille vraiment de ne pas aller au-delà de 3. Ça va vraiment pas être très pratique pour votre audience, pour les gens qui vont arriver sur votre site, pour les internautes. Et Google ne va pas non plus aimer simuler plusieurs clics pour aller sur plusieurs de vos pages. D'accord ? Donc là, ça vous le laissez tel quel et vous sauvegardez les enregistrements, les changements si vous avez fait des modifications, surtout au niveau du menu déroulant. Ensuite, la partie catégorie. Afficher des menus déroulants, pareil, ça, vous faites abstraction de ça, on va reconfigurer un peu les menus plus tard, je vous expliquerai comment faire via vraiment la partie apparence menu ici. Donc ça, vous faites abstraction, vous laissez tel quel. Cachez les catégories vides, en gros, si vous avez créé des catégories ici dans articles ou dans vos produits, et si vous n'avez pas encore créé de contenu associé à ces catégories, vous pouvez quand même désactiver, enfin forcer leur affichage. Il n'y a aucun intérêt à le faire, parce que Google, même si elles ne sont pas affichées, les verra de toute manière, mais en attendant, vous pouvez quand même faire en sorte aussi que vos visiteurs voient des catégories qui, pour l'instant, ne sont pas alimentées. Donc, à part générer de la frustration, je vois pas trop ce que ça va faire. Donc, ne touchez pas à cette case, laissez-la telle quelle. Pareil que tout à l'heure, nombre de niveaux de menus déroulants visibles, laissez ça à 3, c'est très bien. Et tout le reste, on ne touche pas, vous sauvegardez. Paramètres généraux. Alors, désactive le niveau supérieur du menu déroulant. Donc ça, c'est pareil.
Quand vous êtes sur un menu ici, vous voyez, vous avez tous ces petits boutons là qui sont cliquables. Et si on était sur le bouton blog ici et que vous aviez plusieurs catégories qui s'affichent en dessous, eh bien en fait ce bouton là vous pouvez le désactiver, c'est-à-dire que quand vous cliquerez dessus, vous passerez la souris dessus, le menu déroulant s'affichera. En revanche, cliquer dessus n'ouvrira pas une nouvelle page. Moi personnellement, je laisse toujours cette case désactivée. Pourquoi? Parce que je préfère tout le temps, enfin j'ai jamais eu besoin encore aujourd'hui de créer des sites pour lesquels en fait il n'est pas utile de cliquer sur le bouton principal. C'est-à-dire que ça clique et ça renvoie vers une page. Par exemple, quand on clique sur blog, certaines personnes vont pas vouloir qu'on clique sur blog et vont vouloir forcer un petit peu leurs visiteurs, les internautes, à cliquer sur une des catégories choisies. Sauf que moi j'estime que le visiteur il veut peut-être avoir une vue éclatée et voir plusieurs articles tout confondus, toutes catégories confondues, et à ce moment-là il va arriver sur la page de blog dans laquelle il verra les derniers articles mis en ligne, toutes catégories confondues, d'accord? Donc voilà, là c'est libre à vous de savoir ce que vous voulez faire. En gros, quand vous avez donc des boutons ici qui vont offrir un sous-menu déroulant, eh bien vous pouvez rendre le bouton principal non cliquable, c'est-à-dire qu'il ne pointera pas vers une page. Donc ça, vous cochez, vous décochez et vous sauvegardez. La partie créateur, là on est vraiment sur le Divi Builder. Vous savez, ça va être l'outil qu'on va utiliser de Divi pour construire nos pages. Et en gros, on vous dit, où est-ce que tu veux activer le Divi Builder? Clairement partout. Donc ne touchez pas à ça, laissez tel quel. Sinon, si vous désactivez en fait dans un projet, page ou article, vous ne pourrez pas utiliser le Divi Builder. Partie avancée, alors générer des générations de fichiers CSS statiques. Kessako, ça en gros c'est Divi qui va mettre en cache la partie CSS pour pouvoir alléger l'expérience client et accélérer le chargement du site. En revanche, si vous trouvez à un moment donné que le Visual Builder de Divi, on va dire le constructeur de Divi se comporte bizarrement, ou que vous pouvez pas faire de sauvegarde en fait des modifications apportées à une page, eh bien vous pouvez vous rendre ici et désactiver cette case pour aller faire vos modifications et revenir à la réactiver. Voilà, ça peut provoquer ce genre de micro-bug de temps en temps, mais voilà, ça agit, on va dire, un petit peu comme un gestionnaire de cache comme WP Rocket ou WP Fastest Cache pour version gratuite des plugins de cache. Alors Claire, Claire c'est moche. Ça, c'est typiquement la mauvaise traduction français-anglais. Clair, c'est une façon de traduire clear en anglais, donc plutôt nettoyer. C'est pour vider le cache en fait, d'accord? Donc quand vous cliquez ici, vous pouvez y venir pour vider le cache CSS qui se rechargera après pour voilà, quand vous faites des modifications, le cache enregistre en fait une version de votre site, on va dire un petit peu en local sur le navigateur. Et des fois, tant que vous le videz pas à certains endroits avec un gestionnaire de cache, eh bien, il va rester en mémoire sur le web et vous n'aurez pas la toute dernière version créée de votre site. Donc c'est pour ça qu'il faut vider le cache dès que vous faites des modifications sur votre site pour que vos internautes voient bien la dernière version en ligne de votre site. Ça, vous laissez ça désactivé, ok. Visite du produit, ça permet de voir votre page telle qu'elle s'affichera en fait pour vos internautes, même pour vous. Vous pouvez la travailler donc en mode front-end, ça c'est vraiment agréable, mais des fois il y a quelques limites en fait à l'utilisation de la page en mode front-end avec vraiment la mise en forme. Des petits bugs agaçants par moment où on veut aller sur un endroit et il disparaît au moment où on veut cliquer dessus. Et pour éviter ça, pour pouvoir éviter ce genre de petits problèmes, par moment on va se mettre en mode brut. Et vous verrez que c'est pas très compliqué non plus, ça permet de rentrer dans des menus facilement. Activer la dernière expérience Divi Builder, laissez bien ça cocher en fait, hein, c'est pour pas retourner sur des versions plus archaïques de Divi. Activer l'éditeur classique, ça je vous conseille vraiment de ne pas le cocher, ça ferait revenir en arrière sur l'éditeur de WordPress, enfin c'est vraiment pas à conseiller. Maintenant, il faut soit travailler avec Divi Builder, soit avec Gutenberg de WordPress, mais ne plus revenir sur l'éditeur classique. Donc là, on sauvegarde si vous avez fait des changements. La partie disposition, en gros, ça va être de la mise en page un petit peu par défaut sur certaines de vos pages. Donc là, on a le modèle d'article, le modèle de page et les paramètres généraux. Au niveau de la partie modèle d'article, vous voyez qu'en fait, il vous propose, alors là, ça n'a pas été traduit pour cette partie-là, mais en gros, vous pouvez afficher l'auteur, la date de création de l'article, la catégorie ou les catégories dans lesquelles apparaît votre article et éventuellement les commentaires. Et quand vous cliquez, vous pouvez désactiver en fait ces affichages. Donc quand vous cliquez dessus, que ça devient grisé, ça s'affichera plus dans les résultats. Moi, je vous conseille de tout laisser, sauf si vous n'avez pas activé les commentaires sur votre site, dans tous les cas, de toute façon, ça n'apparaîtra pas. Afficher les commentaires dans les articles, vous pouvez le cocher, le décocher en fonction de votre envie d'activer ou non les articles de blog. Moi, j'ai fait le choix de pas le faire sur certains de mes sites.
pour privilégier l'échange au travers de groupes Facebook ou autres, mais vous pouvez l'activer ou désactiver selon vos envies, sachant que WordPress le gère également nativement. Mettre des vignettes dans les articles, ça laissez-le bien activer. En fait, ce sont les images mises en avant, celles qui seront en fait affichées quand vous partagerez vos articles de blog sur Internet, sur Facebook par exemple, ça mettra une image, celle de votre article de blog, donc laissez-le bien pour que ce soit un peu plus attrayant, et c'est aussi l'image qui s'affichera sur les résultats de Google. Donc là pareil, vous sauvegardez et on passe modèle de la page. Là ça va être pareil, là vous allez laisser tel que c'est parce que on va pas mettre de vignettes dans les pages, ça ne sert pas à grand chose, on n'est pas sur un article de blog, et on va pas mettre non plus de commentaires qui vraiment à réserver aux articles de blog, à moins que vous ayez vraiment l'utilité de mettre des commentaires sur une page, et bien à ce moment-là vous pourrez l'activer, mais c'est à mon sens pas une bonne idée. Et ensuite paramètres généraux, et bien c'est pareil, section info des articles, là vous pouvez activer, désactiver encore on va dire des sections, et afficher des vignettes sur les pages d'index, et là oui vous activez, en fait les pages d'index c'est les résultats de Google, SERP, donc si vous voulez voir des images associées à vos articles ou vos pages sur les résultats de recherche, c'est quand même plus attrayant, c'est plus tape à l'œil, laissez bien ça activé. Et on sauvegarde. La partie publicité et la partie SEO, on va complètement les ignorer. Vous ne touchez absolument à rien dans ces deux onglets, d'accord? La partie, toutes ces choses-là, c'est des choses que l'on gérera à côté de Divi. Là, pour le coup, c'est vraiment pas des choses qu'il faut toucher sur Divi. Ça va nuire, en fait, à votre référencement naturel. Donc, on saute directement à la partie intégration. Alors ici, vous le voyez, vous pouvez activer du code d'entête, du code body. Donc, l'entête, en fait, c'est cette partie-là. Vous avez l'entête, vous avez ici le body, et vous avez donc le header, pardon, donc l'entête header, le body, donc le corps de la page, qui sera ici, et ici vous avez le footer, donc le pied de page, d'accord? Donc quand on parle de ça, en gros on parle de ces trois parties-là. Donc le code du bas de page. Donc en fait ça permet par moment pour certaines applications comme Google Analytics par exemple ou Facebook Pixel qui nous demandent d'insérer un petit code sur notre site internet pour pouvoir justement faire de l'analyse du trafic sur notre site internet. Donc c'est ici en fait que vous allez pouvoir venir le saisir, ce petit code. Par exemple Google demande de le mettre dans le header, donc clairement ici. Sachant que c'est quelque chose qu'on peut également gérer avec un plugin sur WordPress qui fait ça très bien, mais vous pouvez tout à fait le faire ici. Donc vous mettez ce que vous voulez, ou vous y reviendrez plus tard quand vous aurez du code à insérer. On sauvegarde les changements et donc c'est terminé pour les, on va dire, paramétrages basiques de Divi et avoir vraiment un Divi bien configuré pour pouvoir travailler sereinement par la suite vos différentes pages sur votre blog. J'espère que cette vidéo vous a plu. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour recevoir mes prochaines notifications de sortie vidéo et de ne pas manquer d'ailleurs les prochaines sorties vidéo. Et n'hésitez pas non plus à commenter la vidéo, poser toutes vos questions, je me ferai un plaisir d'y répondre. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo pour WordPress.